Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans Épicerie Fine. Cette semaine, cap sur le Val d'Anjou, entre les vignes et les eaux de la Loire. On se retrouve ensuite pour cuisiner ensemble. Cette semaine, dans le Val d'Anjou, nous rejoindrons Nicolas Joly, précurseur de la biodynamie en France, et sa fille Virginie, en pleine vendange. Puis Mathieu Perrault et Nicolas Guérin nous emmèneront voguer sur les eaux de la Loire. Histoire de sera dédiée à la pomme tapée. Nous retrouverons ensuite deux pépiniéristes qui œuvrent à la conservation de notre patrimoine végétal. On enchaînera avec le guide hédoniste et bien sûr la recette de Guy Martin d'eau de cendre rôtie, carottes, girolles et estragon. Et on commence tout de suite par itinéraire paysan. Terre verdoyante, le Val d'Anjou est traversé par la Loire et nombre de ses affluents qui modèrent le climat local en laissant pénétrer les influences océaniques. Avec sa grande variété de microclimats, cette vallée fertile offre ainsi un terreau idéal à la culture de la vigne qui peuple les coteaux des rives de la Loire. C'est sur ce fleuve que Mathieu Perrault perpétue une tradition familiale, la pêche des poissons de Loire avec Nicolas Guérin, son associé. Autrefois très nombreux, ils ne sont plus qu'une poignée de pêcheurs à ravir les palais des plus fins gourmets. Non loin de là, à Savenières, l'heure des vendanges a sonné. Nicolas Joly, l'un des pères de la biodynamie en France, supervise ce moment essentiel à la fabrication de son vin blanc avec sa fille Virginie qui reprend peu à peu le domaine. Mais ici, on cultive l'originalité et les vendanges ne se font pas en une seule fois. C'est un 4e passage, donc on fait selon les années, selon s'il y a plus ou moins de raisins. On passe minimum 3 fois sur chaque parcelle pour ne couper que ce qui est mûr. C'est on va dire une sorte de tri sur pied, donc en début de vendange, on va être sur des grappes qui vont être comme celle-ci un peu plus vertes, donc ça on leur dit de laisser, et puis le 2e, 3e ou 4e passage, ils le ramasseront, et là c'est le 4e passage, et là donc on coupe tout parce qu'on a partout une très belle maturité du raisin, même sur des raisins qui ne sont pas encore complètement dorés, on a quelque chose de très mûr. On a les pépins qui croquent bien sous la dent, qui s'effritent bien. Il n'y a pas d'amertume, la peau se casse bien, elle est plus épaisse comme on a pu avoir il y a 15 jours encore. Vous avez des vignes qui se comportent différemment, d'où la nécessité de 4 passages. Parce que je veux dire, vous avez des floraisons très précoces, des floraisons très tardives, et ça implique de passer ici, c'est le 4e passage, c'est le dernier d'ailleurs, on prend tout. La vie, c'est la diversité, la biodynamie, c'est-à-dire c'est le bio, la vie dynamisée. Donc plus vous êtes en biodynamie profonde, sincère, et pas simplement étendard, plus vous allez vers la compréhension du vivant et vous essayez de le magnifier, de l'amplifier pour que votre lieu porte toutes les caractéristiques de ce qu'on appelait les 4 états de matière. C'était Platon qui disait ça, c'est-à-dire une certaine chaleur, une certaine luminosité, une certaine hydrométrie, un certain sol. Sur ce domaine viticole vieux de 900 ans et classé en AOC, Nicolas a opté pour la biodynamie par conviction et par passion, et pas seulement pour répondre aux exigences nouvelles des consommateurs. Derrière cette étiquette, les choix agricoles de la famille Joly sont d'abord là pour magnifier le vin. On a donc du botrytis, ou appelé aussi pourriture noble. C'est un champignon très spécifique qui arrive sur le raisin, qui est déjà passerier, donc qui commence à se rétrécir et à devenir un peu comme du raisin de Corinthe. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez facilement dans la région sur le cépage chenin et aussi grâce aux brumes matinales que nous apporte la Loire. Et c'est quelque chose qu'on recherche ici sur le domaine malgré le fait qu'on fasse des vins secs, puisque ça va apporter une concentration, ça va apporter du gras, et le combiné chenin plus botrytis sur terroir de schiste va vraiment exprimer la minéralité des terroirs. Et c'est ce qu'on recherche spécifiquement. Le temps des vendanges, ça veut dire que vous avez le résultat du travail de l'année. L'année, c'est-à-dire qu'un bourgeon devient raisin. Et si vous êtes en biodynamie, vous comprenez que toute cette matière qui se termine dans du raisin, qui n'était pas là au printemps, c'est très important de savoir quand on enlève l'eau, 94% la photosynthèse, le sol 6%. Photosynthèse, c'est la capacité de la vigne à prendre de l'intangible et à le mettre sous une forme tangible. C'est là où on doit faire un vin. Le vin, c'est la transformation d'énergie en raisin, finalement.
Résultat logique de cette pratique, le travail humain qui se fait au milieu des vignes toute l'année, puis lors des vendanges en automne, s'arrête une fois le raisin pressé. La nature reprend alors la main et se charge seule de transformer et de sublimer ses jus. Le travail de 6 mois est là-dedans. C'est plein, c'est long, il y a du gras. Quand vous goûtez ça, la règle de base, surtout n'y touchez pas. Cette musique secrète qui s'est créée du printemps à l'automne, vous la laissez dans les barriques. Elle va fermenter toute seule, bien entendu, avec les levures du lieu qui sont les seules qui sont marquées par le lieu. À la fin, ça s'arrête, ça dure 3, 4, 6 mois. Ça se dépose et vous le mettez en bouteille. Faire passer de l'énologie là-dessus, ça serait assassiner l'originalité du goût. Si vous transformez un cellier en une clinique ou un hôpital, ça veut dire que vous n'avez pas compris le vivant. Un cellier, c'est juste une maternité où on assiste les choses. Il n'y a pas de contrôle, on ne contrôle pas les fermentations, on ne fait aucun ajout, on laisse les choses se faire. Et en plus, c'est vraiment bon. Non loin de là, à Mauges-sur-Loire, Mathieu Perrault et son associé Nicolas Guérin, tous deux pêcheurs, partent au petit matin relever les filets posés la veille. Ces deux passionnés perpétuent ainsi une tradition régionale pourtant en voie de disparition. C'est départ au lever du jour, hein. Voilà. Il est 7h30 et on part en effet lever les filets qu'on a tendus hier. Là. Donc on a pour espoir ce matin de pêcher quelques mulets et quelques poissons blancs comme des brèmes et des gardons. Nicolas et moi, là, on est pêcheurs ici. Là. En fait, on n'est que deux ici sur un secteur de 15 km. Ça peut paraître un peu exotique hein, de la pêche en Loire, mais bon, moi je suis issu d'une famille de pêcheurs depuis 10 générations. Donc au contraire, ça paraîtrait plutôt exotique de faire autre chose plutôt que de faire ça. Quoi. Voilà. Et chez nous, les enfants, quand ils naissent, on les trempe dans l'eau comme ça jusqu'à temps qu'ils disent oui, d'accord, je ferai ça. Une chance, même si la période automnale n'est pas idéale pour faire de belles prises. Mais quand on est pêcheur, il faut tout de même sortir tous les jours. Le constat est flagrant. Il y a beaucoup d'alangues cette saison. Hein. L'été est passé par là. Les eaux basses et chaudes. Les eaux basses, chaudes et claires également. Hein, donc tout ça favorise le développement d'algues. Hein, l'un des principes du piégeage au filet, hein, c'est que le piège soit le plus discret possible. Et effectivement, chargé comme il est là, en algues, c'est beaucoup moins efficace. Mais malgré tout, enfin voilà, ça a malgré tout un petit peu marché. Puisque nous avons pour le moins un mulet et que j'en aperçois un second. La pêche en eau douce, c'est deux faits très réglementés. Voilà, en effet, il y a des mailles à respecter. Nicolas et moi, volontairement, eh bien, on augmente encore la taille de nos mailles pour vraiment pêcher des poissons eh bien, plutôt les plus gros possibles. Quoi. On se place souvent extérieur à la nature, mais en fait, on fait partie de tout cet écosystème. Quoi. Donc on a un vrai rôle à jouer dans la régulation des espèces aussi. Encore une fois, il faut que ce soit fait de manière raisonnée et raisonnable. Brème, gardon, barbeau, ces poissons moins prisés des consommateurs que les brochets ou les cendres représentent pourtant un réel intérêt gustatif. Ça, la brème, là, ça fait partie des espèces qui sont abondantes hein, chez nous en eau douce et qui sont des poissons qui sont plus consommés du tout. En effet, parce que c'est des poissons avec beaucoup d'arêtes et qui sont très très concurrencés par le poisson de mer par exemple ou les poissons à chair plus noble comme le cendre, le brochet. Donc tous ces poissons-là qui ont soit mauvaise presse, soit qui sont des poissons plutôt méconnus, on a à cœur vraiment de vouloir les valoriser et de les transformer. L'idée c'est d'avoir la pêche qui soit vraiment la plus responsable possible et donc de travailler des espèces abondantes plutôt que de courir après des poissons pour lesquels parfois la ressource n'est pas là. Réinventer leur métier et trouver de nouvelles manières de consommer ces poissons d'eau douce est un travail permanent pour Nicolas et Mathieu. Plusieurs fois par semaine, ils troquent ainsi leur ciré de pêche contre des tabliers de cuisiniers pour produire rillettes, soupes et poissons fumés. Aujourd'hui, c'est difficile de vivre que de la pêche. On n'a plus trop le choix d'être plus réactif si on veut conserver cette activité. Mon grand-père, par exemple, il vendait l'intégralité de sa pêche
tout le temps, voilà, peu importe les espèces de poissons. Alors la génération suivante, donc la génération de nos parents, mon oncle, il s'est mis à commencer à transformer un peu les poissons. Et aujourd'hui on se rend compte que même ça ne suffit plus. Et pour pouvoir commercialiser ces mêmes espèces, on est obligé de passer à l'étape suivante et donc d'en faire carrément la cuisine, quoi. Et ça c'est une révolution de notre métier, c'est clair. C'est une nécessité économique aujourd'hui, quoi. On s'en rend compte. Ça nous permet aussi de désaisonnaliser la production. C'est-à-dire que du poisson qu'on a pêché par exemple en début d'année, au mois de janvier, on peut le vendre au mois d'août en conserve, quoi. Et ça nous permet aussi clairement vraiment d'allonger la période de conservation. Paf. Allez, roule. Vas-y. Pour le coup, le bateau est très loin. Et encore une fois, ça fait partie de notre boulot aujourd'hui, quoi. Voilà, alors c'est vrai que c'est pas ce qu'on aime faire le plus, hein. Nous, ce qu'on aime, c'est être sur l'eau, hein. Oh, faire une journée de labo comme ça de temps en temps, c'est quand même sympa, hein. Après, c'est vrai que quand c'est plus de 2 jours par semaine, on a un peu l'impression d'être puni. À Savenière, en cette fin de journée, père et fille s'offrent une dégustation comparative de plusieurs vins en compagnie de 2 amis, l'un vigneron, l'autre cuisinier. Une pratique courante qui permet de toujours s'améliorer. Alors, mou de ce matin. Tu dirais quoi en alcool là-dessus? Compliqué, hein? 14,5. Très bien. C'est très très Williams cette année, je trouve. Et je pense que ça va être quelque chose qui va être de très très longue garde, du style 30 ou 40 ans. Ça fait clairement partie du métier de déguster le plus possible finalement, ces vins bien sûr, et d'avoir l'avis des autres aussi sur ces vins. Et ça permet d'avoir, de voir ce qui se fait et pas rester juste dans sa petite pratique à soi. C'est toujours très intéressant de goûter les vins des collègues, et si possible avec les collègues présents, parce qu'on est une région qui est en plein renouveau. Le but, c'est justement de reconnaître le millésime, mais surtout le vigneron qui l'a fait. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, notamment avec le chenin, c'est qu'on arrive à sentir la personne derrière le vin. Et quand on arrive à faire ça, c'est parce qu'il y a des caractères qui s'expriment à travers le vin. Voilà, il y a une histoire effectivement de 9 siècles de vigne ici, et de savoir qu'on fait partie des petits maillons de la chaîne, c'est hyper satisfaisant, surtout d'en faire partie de façon vraiment complètement écologique, avec un respect de l'humain, de la nature, de la vie animale qu'il y a ici et qui se développe. Oui, c'est hyper satisfaisant. Il est aussi question de dégustation sur la Loire, à bord du bateau de Mathieu qui reçoit ce midi un petit groupe de visiteurs pour le déjeuner. Au menu, dégustation de poissons du fleuve et anecdotes autour du métier de pêcheur. Alors ce bateau-là, c'est un bateau qui date de 1954, et c'était le bateau de mon arrière-grand-père, qui a été construit à la base pour la pêche du saumon, et rapidement transformé dans les années 60 pour la pêche de l'anguille. C'est un bateau qui fait partie de notre patrimoine familial, quoi, voilà, qui se transmet un peu de génération en génération. Et aujourd'hui, avec ce bateau, eh bien, on propose des promenades commentées, hein, donc assez simples, où on parle de la Loire, l'histoire locale, de la pêche aussi, mais des sorties où les personnes viennent pour déguster nos poissons qu'on a pêchés en fait dans la semaine. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le silure, on l'a là. Ah, donc c'est un gros poisson-chat qui peut mesurer plus de 2,50 m et peser plus de 100 kg. Voilà. On le sait aujourd'hui, hein, c'est un poisson qui crée un déséquilibre écologique assez important. C'est-à-dire que le poisson pêché, on l'exploite vraiment jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et ça nous plaît beaucoup. Voilà. Bon allez, je vous sors les entrées maintenant. Alors c'est rigolo, cette activité de promenade là, quand j'ai décidé de la mettre en place, mon grand-père se moquait beaucoup de moi, quoi. Il me disait mais tu n'auras jamais personne sur ton bateau, ici tout le monde connaît la Loire, ça lui paraissait certainement trop banal, quoi. Et ça m'amuse beaucoup d'imaginer que finalement ce bateau qui a beaucoup travaillé, qui a une histoire, hein, qui a vu clairement beaucoup de poissons, aujourd'hui on lui offre une petite retraite de promenade et de voyage doux et long, quoi. Mais moi finalement je ne suis pas quelqu'un de très très solitaire, et donc j'ai besoin de pouvoir partager toutes ces choses, et je suis ravi de pouvoir croiser autant de personnes l'été, et ça nous permet de recharger nos batteries pour pouvoir passer l'hiver au calme, tranquille, seul, et puis on recommence au printemps suivant, quoi. Recommencer au printemps avec la même envie et la même passion pour proposer des produits toujours meilleurs aux consommateurs et s'émerveiller encore des fabuleux paysages du Val d'Anjou qui donnent aussi naissance à des vocations.
Dans Histoire de, celle de la pomme et de la vigne se croisent en Val d'Anjou. En Anjou, on ne se contente pas de la regarder tomber de l'arbre, on l'aplatit pour la déguster. Voici la pomme tapée. Cette préparation traditionnelle s'est déployée à la fin du 19e siècle dans les cavités de la région, qui furent creusées dès le Moyen-Âge pour bâtir des maisons, des églises et les fameux châteaux. Alors que la vigne était prépondérante dans la zone au XVIIIe siècle, le phylloxéra ravage les domaines viticoles à la fin du siècle suivant. Les vignerons cherchent alors de nouveaux débouchés. La pomme tapée voit le jour et connaît un franc succès auprès des marins, notamment anglais, pour les protéger du scorbut. Le retour de la vigne à l'entre-deux-guerres signe le déclin de la pomme tapée. Mais en 1986, un certain monsieur Ludin décide de la relancer et de nouveau la pomme est pelée, séchée et tapée avec un maillet. Le résultat d'une épaisseur d'environ 2 cm garantit une conservation d'au moins 10 ans à l'abri de l'air et de l'humidité. La pomme tapée se consomme comme un fruit sec ou réhydraté, par exemple dans du vin rouge, et se déguste en salé comme en sucré. La diversité des plantes et fleurs est aussi vaste que fragile. Dans l'écologie en action, Florent Dupont et Fabrizio Pietri nous prouvent qu'il suffit parfois d'une graine pour faire germer une bonne idée. Au cœur du Val d'Anjou, à quelques encablures des coteaux de la Loire, Florent Dupont et son associé Fabrizio Pietri partent cueillir des graines de végétaux sauvages. Ces deux pépiniéristes ont un objectif en tête pour ces graines, les faire germer et les replanter pour revendre des espèces indigènes locales au patrimoine génétique varié. Là, c'est le fruit de la lisier. C'est de la même famille que les pommes et poires, une rosacée donc. Là, le fruit est mûr parce qu'il commence à mollir, tout bêtement, comme une pomme qui est mûre. Ils sont encore certains un petit peu verts, mais la graine est formée dedans. Donc là, c'est le moment idéal, sinon après ça va tomber et on ne pourra plus les récolter, puis ils seront mangés par les animaux. Le but, c'est de récolter des pieds sauvages. Donc les fruits, on part toujours des graines, quasiment toutes les espèces, pour redisséminer la génétique sauvage, qui a été un peu oubliée depuis la mondialisation des végétaux. Donc nous récoltons beaucoup d'espèces comme ça pour redispatcher tout ça partout, parce qu'ils sont adaptés au sol, au climat et à la biodiversité locale. Pour nous, c'est important, quoi. On n'est pas pour le clonage, on est tous différents. Les hommes sont tous différents, pourquoi les végétaux ne devraient pas être tous différents? Des végétaux qui se ressemblent, qui sont clonés, une maladie rentre dedans. Sur un seul individu, la maladie peut se propager très facilement. Nous, on récolte que sur des espaces dits sauvages, qui sont référencés sur des sites clairement bien définis. Des haies qui sont là depuis 1970, jamais plantées, jamais touchées, avec des espèces bien typiques. Aubépine, églantier, houx, alisier, prunelier, la liste est longue. Et toutes ces graines germées transformées en petits arbres ont un objectif bien particulier, recréer des haies bocagères dans le paysage agricole local. C'est chouette parce que c'est à hauteur, il y a des fruits. Tous les gens qui veulent replanter aujourd'hui des haies bocagères avec des végétaux locaux, ils ont du mal à les trouver parce que c'est un travail particulier. Il faut récolter comme on le fait, après il faut semer, il faut endurcir les plants de manière à ce qu'ils grandissent comme s'ils étaient en milieu naturel. C'est sûr qu'on a détruit beaucoup de haies. À l'époque, on va dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on commence à replanter des haies et on s'aperçoit de l'intérêt de la haie. Alors c'est sûr qu'après, pour cultiver des grands espaces, c'est plus compliqué. Ça demande d'avoir des parcelles plus petites, de travailler différemment, mais on ne peut pas s'en passer. Comme ça, à part pour l'esthétique du paysage, il faut comprendre que l'intérêt, c'est surtout de reconstituer un milieu d'accueil pour la faune, pour les insectes, pour les oiseaux. C'est reconstituer des sols, c'est capter du CO2. C'est énormément d'intérêt qu'on ne voit pas forcément comme ça quand on passe au bord de la route, mais c'est essentiel pour nos paysages et pour nos milieux, quoi. Après la cueillette, les graines sont mises en germination, surveillées, chouchoutées par Florent et Fabrizio, qui leur apportent toute leur attention. Au bout de quelques années, les arbrisseaux issus de ces graines ont vocation à retrouver un terrain sauvage. Cet après-midi, Florent vient rendre visite à Sébastien Brasil, un maraîcher local qui souhaite justement replanter des haies entre ses parcelles. Mais la terre est jolie déjà. Bah ouais. Et là, tu vas avoir des végétaux qui vont être heureux là-dedans.
Nous, notre projet de plantation de haies, ça fait 4 ans qu'on est arrivé sur ce territoire où il n'y a aucun arbre. Tout a été coupé et on veut se protéger du vent déjà, se protéger des pratiques agricoles de nos voisins et la biodiversité, amener de la vie sur nos parcelles. La haie permet d'amener les auxiliaires et va réguler les ravageurs entre parenthèses. Le ravageur étant simplement l'expression d'un déséquilibre. On coupe les haies, il y a un déséquilibre. De remettre des haies, on remet plus de vie et tout, ça va se réguler par soi-même, je pense. Je t'ai ramené un petit panel de ce que tu vas avoir à planter. Donc, il y a une vingtaine d'espèces de prévues. Ok. Donc, toutes ont leur utilité, un système racinaire différent, etc. Tu as le fusain, par exemple, qui va t'attirer les pucerons. Nous, on a la même démarche en potagère où on récupère nos graines pour refaire des légumes après. Toujours dans cette idée d'adapter le végétal à son territoire et d'aller chercher les ressources locales, les hommes locaux aussi, parce que le lien humain aussi très important. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est plutôt de cet héritage que je vais laisser. Parce que moi, l'héritage qu'on m'a laissé ne me plaît pas du tout. Et j'en suis même attristé et même ça me met en colère un petit peu. Et donc, j'ai pas envie de laisser ça à mes enfants. Ouais. C'est dans ce souci de léguer une terre saine à leurs enfants que Sébastien, Florent et Fabrizio travaillent chaque jour en veillant à leur impact écologique et en sauvegardant le patrimoine génétique des plantes sauvages du Val d'Anjou. Et maintenant, voici quelques lieux pour en prendre plein les yeux. À Saint-Barthélemy d'Anjou, une visite du musée Cointreau s'impose. Car si cette liqueur à base d'écorce d'orange est réputée dans le monde entier, c'est bien dans le Val d'Anjou et plus particulièrement à Angers qu'elle a été inventée en 1875. Rendez-vous sur place pour découvrir les secrets de cette liqueur dans son unique distillerie au monde. Douai-la-Fontaine abrite un zoo pas comme les autres. Ici, les paysages se sont adaptés au milieu naturel des différentes espèces. Unique zoo troglodyte au monde, l'immersion est totale. Le site s'attache à la protection d'espèces menacées dans une logique de transmission et de respect de la nature. À Brissac-Quincé, on trouve le plus haut château de France. Comptant 7 étages et 204 pièces, il trône au milieu de son parc tout aussi remarquable. Depuis son acquisition par le premier seigneur de Brissac en 1502, il est la propriété de la même famille et est aujourd'hui la demeure du 13e duc de Brissac. Grimpez à Orée d'Anjou pour admirer la Loire et l'île Neuve d'un point de vue unique au jardin du Champalu. Situé sur un éperon rocheux, ce jardin aménagé a été classé en 1935 pour son panorama. Il est également le point de départ de 2 circuits pédestres, la balade Contes et légendes et le parcours médiéval. Pour finir, le chef Guy Martin sublime les richesses du Val d'Anjou dans ses cuisines. Aujourd'hui, je vous invite à cuisiner un dos de cendre rôti, carottes, girolles et estragon. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un cendre de 4 kg, gratté et levé par votre poissonnier, 2 bottes de mini carottes, 300 g de girolles, 4 radiboules, une botte d'estragon, 4 brins de persil plat, 180 g de beurre, une échalote, 50 g de vinaigre d'alcool, 40 g de miel, 40 centilitres d'eau, sel, poivre du moulin, huile d'olive. Préparez les filets de cendre. Si votre poissonnier n'a pas ôté les arêtes, passez la lame du couteau de chaque côté des arêtes jusqu'à la moitié du filet et tirez délicatement sur les arêtes en faisant attention à ne pas couper la peau. Coupez ensuite le cendre en tronçons. Grattez les girolles et les nettoyez délicatement. Épluchez l'échalote et l'émincez finement. Équeutez le persil plat et le hachez finement. Coupez les fans, le bout des mini-carottes, épluchez 3 mini-carottes, puis les coupez à 4 dans le sens de la longueur et les réserver dans une boîte. Dans une casserole, mettre l'eau, le miel, le vinaigre. Porter à ébullition. Quand le mélange bout, le verser sur les carottes coupées en 4 dans la boîte et réserver. Cette méthode permet de faire de pickles que vous pouvez garder plusieurs jours, notamment, bien sûr, au réfrigérateur. Éplucher 3 mini-carottes et faire des lamelles à l'aide d'un économe. Les mettre dans l'eau avec des glaçons. Tailler à la mandoline les radiboules en lamelles très fines et les mettre dans de l'eau glacée.
Mettre à chauffer dans une casserole de l'eau avec du sel. Quand l'eau bout, mettre les mini carottes restantes et les cuire 2 minutes. Refroidir dans de l'eau avec des glaçons. Dans une poêle avec de l'huile d'olive, faire dégorger les girolles, saler, poivrer et poursuivre une bonne minute. Égoutter et garder le jus. Dans la même poêle, mettre une noisette de beurre. Une fois fondu, ajouter l'échalote et les girolles, rectifier l'assaisonnement et parsemer de persil plat. Assaisonner le cendre de fleur de sel, de poivre du moulin et le déposer côté peau dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. La chair du poisson va se rétracter et l'incision, je vous le garantis, sera invisible. Au bout de 3 minutes, le retourner pour terminer la cuisson. Chauffer les carottes cuites à l'eau dans une noisette de beurre. Effeuiller l'estragon et le hacher. Dans une casserole, mettre le jus des girolles porté à ébullition, puis monter délicatement au beurre à l'aide d'un fouet. Ajouter enfin l'estragon haché. Pour le dressage, dans une assiette, disposez les girolles en demi-lune, ajoutez ensuite les carottes au beurre, puis les pickles et les radis et carottes crues sur les girolles. Mettre le cendre et terminer par le beurre à l'estragon et servir. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.